manoir étincelant, une bibliothèque remplie de richesses, et en un instant choquant un lourd livre traverse la pièce, frappant une femme enceinte et la laissant se tenir le ventre de douleur. Son puissant mari pense que ce sera un secret de plus enterré dans le silence. Mais cette fois le monde regarde, car sa mère n'est pas seulement témoin, elle est aussi neurologue, avec les preuves nécessaires pour le faire tomber. Ce qui suit est une tempête de trahison, de révélation et une lutte pour la survie. Vous ne croirez pas jusqu'où la vérité ira avant que nous n'allions plus loin. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. Le bruit sec de l'impact brise le silence de la bibliothèque du manoir. Un lourd livre relié de cuir, épais et impitoyable, dévie de sa trajectoire après avoir frappé sa tempe et tombe sur le sol poli dans un bruit sourd. Le son résonne sous les hauts plafonds, rebondissant entre les étagères remplies d'éditions rares et de trophées de richesse. Elle chancelle, une main se portant instinctivement sur le côté de sa tête, l'autre serrant son ventre gonflé pour le protéger. Sa joue brûle, ses oreilles bourdonnent d'un sifflement aigu et un goût métallique se répand dans sa bouche. La pièce vacille. Un instant, elle croit qu'elle va s'effondrer, mais elle force ses genoux à tenir. Elle ne peut pas tomber, pas avec l'enfant qu'elle porte. Sa respiration est courte et irrégulière. Chaque inspiration est douloureuse, comme si ses côtes étaient trop serrées pour l'air que ses poumons réclament. Elle cligne des yeux rapidement pour retrouver le focus. Le lustre au-dessus disperse la lumière en éclats, chaque cristal poignardant sa vision. Elle sent le poids de son regard sur elle, froid et lourd, comme si sa douleur n'était qu'une gêne et non une alerte. Sur le mur du fond, une petite lumière rouge clignote régulièrement. La caméra de surveillance, presque dissimulée dans les boiseries sculptées, ne détourne pas son œil. Elle capte tout, le livre qui traverse l'air, le choc, la posture vacillante de l'épouse, la manière dont elle presse sa main sur son ventre comme pour protéger l'enfant de la violence dirigée contre elle. Le silence après le coup est presque plus terrible que le coup lui-même. Pas de musique, pas de conversation, seulement les battements de son cœur et le grincement discret des lames du plancher sous ses pas incertains. Même le feu dans la cheminée de marbre semble suspendre sa respiration, les flammes figées dans un courant soudain de peur. Son esprit s'emballe. Comment en est-on arrivé là? Comment une soirée commencée par une simple conversation a-t-elle pu se transformer en cauchemar? Sa tête bat au rythme de son cœur. Elle sent une chaleur couler près de sa tempe et se demande si c'est du sang ou seulement la brûlure de la peau fendue. Elle n'en est pas sûre, elle ne parvient pas à penser clairement. Elle aperçoit sa silhouette toujours campée devant elle. Le mari millionnaire, grand et impeccablement vêtu, respire fort comme si jeter le livre lui avait coûté. Sa mâchoire est crispée, ses épaules tendues, ses mains encore serrées en poing. Il marmonne quelque chose de bas, incompréhensible, des mots qui vibrent plus dans sa poitrine que dans l'air. Un instant, elle croit qu'il va lancer autre chose, un autre livre, un verre du chariot voisin, n'importe quel objet à porter. Son ventre se contracte. Elle serre son bras plus fort autour de lui, murmurant une supplique muette à la vie qui grandit en elle. Une vague de vertige la traverse, prête à l'engloutir. Elle mord fort, goûtant encore le fer, refusant de céder. Elle doit rester debout, elle doit rester consciente. Puis, alors que la pièce se brouille, son regard se fixe de nouveau sur cette lumière rouge clignotante. La caméra, toujours en marche, toujours vigilante. Le seul témoin qui ne peut être réduit au silence, ni acheté, ni manipulé. Son clignotement régulier lui rappelle qu'elle n'est pas totalement impuissante. La vérité est enregistrée ailleurs, hors de son contrôle. Ses genoux tremblent, son souffle saccadé, mais son esprit s'accroche à cette pensée. Preuve, évidence, quelque chose de plus fort que le déni, quelque chose qu'on ne peut lui arracher. Le livre gît ouvert sur le sol entre eux, pages froissées, reliure fendue. Il paraît inoffensif maintenant, mais sa tempe en garde la trace brûlante. Le silence s'épaissit encore, pressant ses oreilles, alourdissant chaque seconde. Elle sent le poids de 1000 regards invisibles, la certitude que ce moment ne disparaîtra pas, qu'il ne sera pas caché.
Et au plus profond d'elle-même, sous la douleur, sous le vertige, une pensée brûle, claire et vive. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Mais 32 minutes plus tôt, la soirée avait un visage bien différent. 32 minutes plus tôt, la maison respirait le calme. Le soleil de fin d'après-midi traversait les hautes fenêtres, versant une lumière dorée sur le sol de marbre de la suite principale. Les rideaux ondulaient doucement avec la brise du balcon. Tout brillait d'une élégance tranquille, la beauté d'une scène digne des magazines. Elle se tenait près du placard, lissant le tissu de sa robe de maternité. Elle était bleu pâle, douce contre sa peau, choisie des semaines auparavant, autant pour le confort que pour la grâce. À 7 mois de grossesse, chaque mouvement était plus lourd. Pourtant, elle voulait se sentir élégante, elle voulait se sentir elle-même. Derrière elle, sa voix s'éleva, calme mais autoritaire. « Cette robe ne te met pas en valeur, mais la blanche que j'ai achetée la semaine dernière. Elle est plus présentable. » Sa main se figea sur le tissu, présentable. Le mot pesa comme une charge sur ses épaules. Elle hocha lentement la tête, bien qu'elle ressente une brûlure intérieure. Pourquoi chaque choix lui appartenait-il toujours à lui? La pièce sentait légèrement l'eau de Cologne et les cigares coûteux. Il ajustait ses boutons de manchette devant la commode, croisant son regard dans le miroir. Et pas de talons. Les ballerines que j'ai commandées sont meilleures pour ta condition. Ne discute pas. Son ton était définitif, ne laissant place ni au confort, ni à la préférence. Elle baissa les yeux, ses doigts traçant la courbe douce de son ventre. Le bébé remua, rappel délicat qu'elle n'était pas seule. Elle murmura en silence, comme une prière secrète. Quand mon opinion est-elle devenue une simple suggestion? Le silence s'alourdit, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge ancienne. Il se dirigea vers la table où reposait son téléphone. Il le prit, fronçant les sourcils, en faisant défiler rapidement. « Tu n'as pas besoin d'écrire aussi souvent à ta cousine. Cela te distrait. Je m'occuperai des nouvelles concernant la chambre du bébé. Dorénavant, garde les conversations brèves. » Compris? Sa gorge sèche, elle avala avec difficulté. « Oui, » répondit-elle doucement. Il sourit légèrement, mais ce n'était pas de la chaleur. C'était la satisfaction de celui qui a redressé un cadre de travers. Il reposa son téléphone, comme s'il rendait un objet qui lui appartenait. L'air était chargé de non-dits. Elle essaya de repousser le malaise grandissant, de se rappeler les promesses qu'il avait faites. Il lui avait dit qu'il construirait une famille parfaite, qu'elle ne manquerait jamais de rien, que leur enfant hériterait non seulement de richesses, mais d'un héritage. Pourtant, ces promesses semblaient désormais comme des pierres polies, belles à l'extérieur mais froides et dures dans sa main. Au loin, une musique montait des étages inférieurs où le personnel préparait une réception. La mélodie était douce, mais dans cette chambre, elle paraissait étouffée, contenue. Elle se demanda si quelqu'un en bas pouvait sentir le froid qui régnait ici. Il s'approcha, ajustant son collier, ses doigts frôlant sa clavicule. Le geste aurait pu sembler tendre à un regard extérieur, mais pour elle c'était un rappel. Il l'arrangea avec précision, penchant la tête comme pour dire « je contrôle jusqu'au moindre détail ». Ses lèvres tremblaient, mais elle les pressa l'une contre l'autre pour retenir ses larmes. Pas encore. Elle voulait croire qu'il restait encore un peu de paix entre eux, que la soirée ne basculerait pas. Mais au fond d'elle, sous le calme soigneusement arrangé, elle savait que quelque chose changeait. Le silence n'était pas la paix, c'était la pression, et la pression finit toujours par éclater. La lueur dorée de l'après-midi avait depuis longtemps cédé la place à un crépuscule plus lourd. Ce qui paraissait calme de l'extérieur commençait à se fissurer à l'intérieur. Sa voix résonnait dans les couloirs, parfois tranchante, parfois basse, toujours imprégnée de contrôle. Le premier avertissement avait eu lieu plus tôt dans la semaine, lorsqu'il avait brisé sa carte bancaire en deux sur le comptoir de la cuisine. Le craquement du plastique avait résonné comme un verdict. « À partir de maintenant, toutes les dépenses passent par moi », dit-il en jetant les morceaux dans la poubelle. « Tu n'as pas à t'inquiéter des finances, je gérerai tout. » Elle avait acquiescé, la gorge serrée, même si elle avait autrefois tenu sa propre boutique avant de l'épouser.
La carte représentait plus que de l'argent, c'était de l'indépendance. Sa perte avait laissé une douleur qu'elle ne pouvait exprimer. Un autre signal arriva le lendemain matin lorsque son ami appela pour prendre de ses nouvelles. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'il ne l'attrape. Il parla poliment mais fermement. Elle se repose. Limitez vos appels, la grossesse est fatigante. Il termina la conversation sans lui demander son avis. Elle resta figée, le regardant replacer le téléphone avec un sourire détaché. « Tu me remercieras plus tard », dit-il. Le contrôle s'accentua autour de ses rendez-vous prénataux. Elle avait tenté de confirmer avec son obstétricien, encerclant une date sur le calendrier avec espoir. Il jeta un œil et secoua la tête. « Ce jour-là ne convient pas. J'ai une réunion du conseil. Décale-le. Je veux être présent. Tu ne dois pas y aller sans moi. » Ses mots semblaient attentionnés, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. Le stylo glissa de ses doigts alors qu'elle effaçait la marque. Elle sentait les murs se refermer, non pas de briques et de pierres, mais de règles et de permissions. Chaque choix passait par lui, approuvé ou refusé. Il appelait cela de l'amour. Elle en ressentait les barreaux d'une cage. D'autres avaient remarqué, eux aussi. Dans une boutique en ville, quand elle avait tendu la main vers une simple robe en coton, il s'était emporté. Ce n'est pas convenable, choisis quelque chose de plus raffiné. La vendeuse s'était figée, les yeux glissants de la femme au mari. Elle n'avait rien dit, mais son silence en disait long. Plus tard, au dîner, entouré d'argenterie et de chandelles, il s'était penché vers elle pour lui souffler avec précision glaciale. « Tu te négliges. Veux-tu que les gens pensent que tu es sans soin ?» Ces mots avaient coulé comme de la glace sur sa peau. Elle avait voulu disparaître avant que quelqu'un n'entende. L'humiliation faisait plus mal que les règles, plus fort que les restrictions. Ce n'était plus seulement du contrôle en privé. C'était une exposition. Sa voix portait au-delà de la table, juste assez pour que le serveur qui versait le vin entende. La main de celui-ci trembla, renversant une goutte sur la nappe blanche avant de s'éclipser rapidement. Elle pressa sa serviette contre ses lèvres pour cacher le tremblement, mais sa poitrine se serra. Le bébé bougea, comme pour sentir sa détresse. Elle murmura en silence à son enfant une promesse que nul autre n'entendit. « Je te protégerai, d'une manière ou d'une autre, je trouverai un moyen. » La nuit s'étira, lourde et suffocante. Ce qui avait commencé comme de petites coupures était devenu un schéma, un filet de restriction, d'humiliation et de témoins silencieux. Chaque drapeau rouge se faisait plus éclatant, plus bruyant, impossible à ignorer. Pourtant, elle restait immobile, le cœur battant, l'esprit accroché à des fragments d'espoir. Ce n'était pas la première fois qu'il l'abaissait, mais ce soir, sous les lustres tamisés et les regards feutrés, elle comprit que ce ne serait peu, être pas la dernière. La bibliothèque était plongée dans un silence épais, rompu seulement par le souffle discret de la climatisation. Elle était assise au bord du fauteuil de velours, les mains posées sur son ventre, le dos raide. Il faisait les 100 pas comme un prédateur inquiet, chaque pas résonnant plus fort sur le sol de bois poli. Sa mâchoire se contracta, ses lèvres se serrèrent en une fine ligne, les veines visibles à son cou. « Tu t'entends parler ?» lança-t-il. « Chaque mot que tu dis dégouline d'irrespect. Tu devrais être reconnaissante de la vie que je t'offre. » Sa voix trembla mais resta assez ferme. « Être reconnaissante ne veut pas dire me taire. Je ne suis pas ta possession, je suis ta femme. » Ses yeux se plissèrent, les coins de sa bouche se courbèrent de mépris. Il tendit la main vers l'étagère, caressant les rangées de volumes reliés de cuir. Il en sortit un, le pesant dans sa paume, comme pour en tester le poids. Sa poitrine montait et descendait à coups rapides. Elle vit le changement avant qu'il ne se produise. Le tressaillement de sa mâchoire, le blanchiment de ses jointures, son cœur battait à tout rompre, si fort qu'elle crut qu'il pouvait l'entendre. Elle tenta de se lever, mais ses jambes restaient lourdes, figées par la peur. Son bras se leva brusquement. Le livre fendit l'air, un éclat brun et doré. Elle eut à peine le temps de tourner la tête. Le choc contre sa tempe résonna d'un bruit sourd, projetant des étincelles blanches devant ses yeux. Son corps sursauta, une main se portant à sa tête, l'autre serrant son ventre pour ne pas s'écrouler. Un verre de cristal bascula de la table voisine,
se brisant au sol. Le claquement sec du verre rejoignit l'écho de l'impact, les sons se fondant en un instant terrible. Ses genoux cédèrent presque, mais l'instinct la força à rester debout. Elle appuya sa paume contre le mur pour se stabiliser, respirant à travers la douleur. Une vague de nausée lui monta. Le bébé donna un coup, comme surpris par la violence. De l'autre côté de la pièce, sa poitrine se soulevait. Ses épaules s'affaissèrent, ses yeux s'agitèrent, comme s'il venait de franchir une ligne imprévue. Mais son visage resta froid, sans trace de regret. Puis cela arriva. La petite lumière rouge clignota dans le coin, régulière contre le bois sculpté. La caméra de surveillance les observait, impartiale. Elle avait tout enregistré. Le serrage de sa mâchoire, le geste de son bras, l'instant où le livre avait frappé sa tête, le verre éclaté au sol. Elle leva les yeux vers elle, sa vision brouillée, mais son cœur s'accrocha à ce témoin silencieux. Pour une fois, elle n'était pas totalement seule. Pour une fois, la vérité ne pouvait pas être cachée. Un souffle brisa le silence. Une domestique venait d'entrer, les yeux écarquillés, une main sur la bouche. Derrière elle, un autre employé se figea dans l'embrasure, un plateau serré entre ses mains. Leur présence confirmait ce que la caméra avait déjà capté. Il y avait désormais des témoins. Le poids de l'humiliation la submergea, mais une lueur apparut. L'espoir, les preuves existaient, des gens avaient vu. Le mensonge qu'il portait comme une armure commençait à se fissurer. Sa tête battait, la pièce tanguait, mais elle ne s'effondra pas. Elle régula son souffle, serra son ventre et murmura doucement, trop bas pour qu'il entende. Cela ne restera pas caché. Le livre gisait au sol entre eux, ses pages froissées, sa reliure pliée. Il paraissait inoffensif, presque ordinaire, mais il était devenu l'arme qui avait déchiré le silence. Et au-dessus d'eux, la caméra clignotait toujours, enregistrant, sans jamais fermer l'œil. La bibliothèque ne ressemblait plus à un sanctuaire de richesse. Le silence qui avait suivi le coup fut brisé par des pas précipités et des souffles courts. La domestique qui avait été témoin lâcha le plateau qu'elle tenait. Les verres roulèrent sur le sol, l'un se brisa dans un éclat sonore qui trancha l'air lourd. « Appelez une ambulance !» cria-t-elle d'une voix plus aiguë qu'à l'habitude, tremblante mais décidée. L'épouse enceinte s'appuya contre le mur, une main pressée sur sa tempe. Une chaleur se répandit entre ses doigts et elle comprit qu'elle saignait. Son autre main berçait son ventre comme si ses bras seuls pouvaient protéger son enfant d'un autre coup. L'intendant, un homme âgé aux cheveux argentés et au regard ferme, accourut ensuite. Sa voix coupa le chaos. Reculez, laissez-la respirer. Quelqu'un apportait de la glace. Une autre employée fila vers la cuisine. Quelques secondes plus tard, elle revint avec une serviette entourant des glaçons. Elle la tendit doucement aux mains tremblantes de l'épouse. « Tenez, gardez-la ici, cela réduira l'enflure. » L'épouse pressa le paquet froid contre sa tempe. La brûlure fit couler des larmes de ses yeux, mais apporta aussi une clarté nouvelle. Elle regarda autour de la pièce. La caméra clignotait toujours. Le verre brisé scintillait au sol. Le livre était ouvert comme une preuve en pleine lumière. Chaque détail criait la vérité. L'intendant se redressa et se tourna vers le mari. « Monsieur, cela ne peut pas être étouffé. Ce n'est plus une affaire privée. » Ces mots résonnaient d'une autorité tranquille, plus lourd que fort. Le mari ricana, le visage rougi. « Rappelez-vous qui vous paie, ne dépassez pas vos limites. » Mais personne ne bougea pour lui obéir. Le poids de ce qui venait de se produire écrasait chaque témoin. Une jeune domestique sortit son téléphone et murmura à une autre. « Je ne vais pas supprimer cela. Les gens doivent voir. » Elle filmait encore, l'écran brillant dans sa paume comme une torche dans l'obscurité. La respiration de l'épouse se calma légèrement, tandis que l'intendant l'aidait à s'asseoir avec précaution sur le sofa. Il s'accroupit près d'elle, sa voix basse mais ferme. « Vous êtes en sécurité pour l'instant. L'ambulance arrive. Restez immobile. Personne n'effacera cela. » Elle hocha faiblement la tête, les lèvres tremblant. Les larmes coulaient sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une détermination silencieuse. Ce moment, aussi terrible qu'il soit, ne disparaîtrait pas dans le silence. Le bruit des sirènes atteignit leurs oreilles, s'approchant de plus en plus. Le personnel se rangea près de l'entrée,
ouvrant un passage. 2 gardes de sécurité du domaine arrivèrent en premier, alertés par le tumulte. Ils observèrent la scène, leurs yeux passant du verre brisé à la serviette tachée de sang, puis à la caméra clignotante au-dessus. L'un sortit sa radio. Urgence confirmée, violence contre une femme enceinte, assistance médicale requise immédiatement. Le mari tenta de parler à nouveau, plus fort, ses mots imprégnés de désespoir. C'était un accident. Elle exagère. Vous avez tous vu. Non, coupa l'intendant d'un ton ferme, inébranlable. Nous avons tous vu exactement ce qui s'est passé. La caméra aussi. Le silence qui suivit n'était plus le même qu'avant. Ce silence portait une résistance. Il portait une preuve. Il portait le premier pas vers la justice. L'épouse se redressa légèrement, serrant plus fort la serviette contre sa tempe. Sa voix, faible mais résolue, traversa la pièce. Ce n'est plus seulement entre nous. Cela ne l'a jamais été. Yes, do. Et tandis que les lumières clignotantes de l'ambulance approchaient, la vérité demeurait intacte entre ces murs. Les preuves existaient. Les témoins restaient debout. Le mensonge avait perdu son pouvoir. L'ambulance l'avait emmené. Le manoir qui avait autrefois semblé une forteresse intouchable résonnait maintenant de murmures et de pas pressés. Le personnel qui avait vu l'agression ne cacha pas la vérité. Il la fit sortir dans le monde. En quelques minutes, le premier extrait apparut en ligne. La vidéo tremblait, mais l'image était assez claire. La main du millionnaire se crispant sur le livre. L'arc du cuir et du papier traversant la pièce. L'impact sur la tête de son épouse enceinte. Son vacillement. Sa main serrant son ventre, la lumière rouge clignotant au fond, chaque image était accablante. Au début, quelques centaines de vues arrivèrent. Des inconnus commentèrent avec stupeur. « Est-ce réel ?» demanda l'un. « Cette pauvre femme. Que quelqu'un l'aide » supplia un autre. Puis les chiffres montèrent. Des centaines devinrent des milliers des dizaines de milliers. En 1 heure, la vidéo atteignit les 6 chiffres. À la tombée de la nuit, elle était partagée sur toutes les grandes plateformes. La lumière rouge clignotante devint un symbole. Des mèmes apparurent avec des légendes comme « la caméra ne ment jamais ». Les médias s'en emparèrent rapidement. La voix d'un présentateur local résonna dans les salons. Information de dernière heure. Une vidéo divulguée semble montrer un homme d'affaires connu frappant sa femme enceinte avec un livre. La séquence a été vérifiée par plusieurs sources. Les sections de commentaires débordaient d'indignation. On pouvait lire « Comment ose-t-il se dire homme ? Il devrait être en prison ». Un autre ajouta « Elle doit partir, vite, nous sommes à ses côtés ». Les hashtags appelant à la justice commencèrent à devenir viraux. Dans ces bureaux, les téléphones sonnaient sans relâche. Les assistants chuchotaient, incertains de la manière de répondre au flot d'appels. Un client majeur annula un contrat, évoquant un risque de réputation. Un autre envoya un message sec. Avec effet immédiat, notre partenariat est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le millionnaire resta assis dans son fauteuil, fixant un écran rempli de titres. Homme d'affaires sous le feu après une vidéo choquante. Épouse enceinte hospitalisée après une agression. La caméra a tout capté. Chaque titre taillait plus profondément que le précédent, grignotant l'empire qu'il croyait invincible. Il frappa du poing sur le bureau, faisant trembler un verre d'eau qui se renversa sur des papiers éparpillés. C'est exagéré. Des mensonges, marmonna-t-il, mais il savait que les mots sonnaient creux. Les images étaient irréfutables. Pendant ce temps, devant l'hôpital où son épouse avait été admise, des journalistes s'étaient rassemblés, les flashs crépitants. Leur voix montait en chœur de questions. Est-elle en sécurité? A-t-elle porté plainte? Où est son mari maintenant? Les éclairs lumineux à travers les vitres lui rappelaient que le monde prêtait enfin attention. Pour la première fois, elle ne se sentit plus invisible. L'enflure à sa tempe pulsait, la serviette toujours humide de glace fondue, mais son esprit était différent. Plus fort. Elle savait que des millions d'yeux avaient vu la vérité. Le commentaire d'un journaliste se répandit rapidement. Ce que vous venez de voir n'est pas un moment isolé. C'est un crime filmé, et il ébranle les fondations de sa fortune. En ligne, les voix se faisaient plus fortes, réclamant une arrestation immédiate. Qu'il n'achète pas sa sortie, écrivit un utilisateur. Justice pour elle et l'enfant,
ajouta un autre. L'humiliation qu'il réservait autrefois à sa femme se retourna contre lui. Chaque ricanement, chaque mot tranchant qu'il avait lancé se reflétait désormais à travers la colère publique. L'empire qu'il avait bâti sur l'intimidation et l'image s'effondrait. Et cela se produisait en temps réel, sous les yeux du monde. Le bip régulier du moniteur fœtal remplissait la chambre d'hôpital. Chaque son était mesuré, égal, comme une douce assurance que le cœur du bébé battait encore avec force. Ce son perçait le chaos des dernières heures, apportant une paix fragile. Elle était allongée, calée contre les oreillers blancs, un bandage serré autour de sa tempe. Sa tête battait encore d'une douleur sourde, mais la mélodie régulière du moniteur lui rappelait ce qui comptait le plus. L'enfant en elle était en sécurité, du moins pour l'instant. La porte s'ouvrit doucement et une femme en blouse blanche entra. Sa présence portait à la fois autorité et chaleur. C'était sa mère, neurologue avec des années d'expérience dans le diagnostic des traumatismes crâniens. Les rides de son visage se creusèrent en observant sa fille, mais sa voix resta calme, ferme, professionnelle. « J'ai examiné les scanners, dit-elle en posant un dossier sur la table. Tu as une commotion cérébrale. C'est grave mais gérable avec du repos et des soins. Le bébé réagit bien, mais nous allons continuer à surveiller de près. » Les larmes montèrent aux yeux de l'épouse. « Maman, murmura-t-elle, la voix brisée. Il aurait pu... » Ces mots se perdirent, trop lourds à finir. Sa mère serra sa main fermement. « Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Tu es vivante, et ton enfant aussi, et maintenant nous veillons à ce qu'il réponde de ses actes. » Deux policiers se tenaient à la porte, leurs dossiers à la main. Ils avaient déjà interrogé le personnel du manoir. À présent, ils écoutaient la neurologue exposer les faits médicaux. Elle tapota les clichés avec son stylo, la voix inébranlable. Ce ne sont pas des suppositions. Le traumatisme est cohérent avec un impact violent. L'objet était lourd et le coup intentionnel. La blessure aurait pu mettre en danger la mère et l'enfant. C'est une agression. Notez-le clairement. Les agents acquiescèrent, leur stylo courant sur le papier. Chaque mot entrait dans le dossier officiel. Sa mère se tourna de nouveau vers elle. « Je porte plainte formellement. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Mon témoignage, les scanners et la vidéo constitueront des preuves solides devant le tribunal. » L'épouse serra la main de sa mère, un flot de force et de soulagement l'envahissant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit protégée, vraiment protégée. Une infirmière ajusta le moniteur, puis sourit doucement. « Le cœur du bébé bat bien. Essayez de vous reposer. Nous restons près de vous. » L'épouse ferma les yeux un instant, laissant le rythme du moniteur l'ancrer. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression avait changé. Plus ferme. Elle n'était plus seulement une victime dans un lit d'hôpital. Elle faisait partie d'une affaire qui ne pourrait pas être balayée. Sa mère posa une carte de visite sur la table de chevet. Le carton portait le sceau d'une association de lutte contre les violences domestiques avec un numéro d'urgence. Garde-la. Ils te mettront en lien avec des ressources juridiques et un soutien. Ce soir, tu es sous surveillance hospitalière. Dès demain, une ordonnance de protection sera en place. Il ne pourra plus t'approcher. Les policiers confirmèrent. Nous mettons en place une interdiction de contact. À effet immédiat, il ne peut pas approcher cet hôpital ni votre domicile. Howdy. Ces mots furent comme un mur qui se dressait autour d'elle, une barrière de protection qu'elle attendait depuis longtemps. Elle expira lentement, entre épuisement et gratitude. Le bip du moniteur continuait, régulier et apaisant, un chant discret de survie. La main de sa mère resta ferme dans la sienne, l'ancrant face à la tempête. Pour la première fois, l'avenir semblait plus clair. Ce n'était plus seulement son cauchemar privé. C'était un crime documenté, et la justice était déjà en marche. La chambre d'hôpital retrouva son calme après le départ des policiers, mais le poids de leur présence demeurait. Les papiers avaient été signés, les scanners enregistrés, les déclarations prises. Pourtant sa mère savait que cette affaire nécessitait plus qu'une seule nuit. Elle avait besoin d'histoire, de preuves que ce n'était pas un simple élan de colère, mais un schéma de contrôle et de violence. Sa mère ouvrit son sac et déposa une pile de photographies sur la table de chevet.
Les yeux de la fille s'écarquillèrent en reconnaissant son propre visage. « Où as-tu trouvé ça » chuchota T.L. « Je les ai gardés » répondit sa mère, la voix ferme. « Chaque fois que tu es venu, avec un bleu, en disant que tu avais trébuché. Chaque fois que tu as prétendu être tombé, ou que c'était un accident, je savais. J'ai tout documenté, car je craignais que ce jour arrive. No. » Les doigts de l'épouse tremblèrent en prenant l'une des photos. Elle montrait une marque violette sur son poignet, prise des mois plus tôt. Une autre révélait l'ombre d'un bleu près de sa clavicule. Elle se souvenait de chaque instant, de chaque excuse inventée pour le protéger. Les voir étalés là constituaient un mur de vérité indéniable. Sa mère poursuivit « Ce n'est pas la première fois qu'il t'a fait du mal. C'est seulement la première fois qu'il a été pris. Mais… » Des larmes emplirent ses yeux, mais elle hocha la tête. Elle ne pouvait plus nier. Un coup discret à la porte. C'était sa plus proche amie, tenant un petit dossier. Elle le posa doucement sur le lit. « Je sais que tu m'as demandé de ne pas intervenir, mais j'ai gardé les messages qu'il t'a envoyés, les menaces, ceux que tu as supprimés. » Elle ouvrit le dossier, et ils étaient là. Message après message, ces mots froids et cruels. « Obéis ou tu le regretteras. Si tu m'embarrasses encore, tu le payeras. Rappelle-toi, personne ne te croira. » L'épouse sentit son estomac se tordre, non pas de la grossesse, mais de la honte d'avoir toléré cela. Pourtant, en les relisant, la honte céda à quelque chose de plus fort, la colère. Son ami ajouta doucement « J'ai aussi gardé les captures de ses courriels à cette femme, celle qu'il essayait de cacher. Il montre non seulement la trahison, mais l'intention. Il parlait de te remplacer, de te réduire au silence. » Nay, le dossier pesa lourd sur ses genoux. Ce n'était pas que du papier, c'était le poids de plusieurs années. Sa mère se pencha, le ton tranchant et clair. Voilà la mosaïque de son abus. Des photos, des messages, des témoins, des scanners médicaux. Ce soir, il ne s'en sortira pas avec des excuses. Il affrontera ce qu'il a fait. L'épouse prit une profonde inspiration. Sa tête lui faisait encore mal, mais son esprit s'aiguisait. « Pas la première fois », répéta T.L. doucement. « Juste la première fois que quelqu'un a vu. » Sa mère hocha la tête. « Et maintenant, tout le monde verra. » L'infirmière entra brièvement, vérifia les moniteurs et ajusta la perfusion. Le bip régulier continua, calme et constant, contraste avec la tempête qui grondait au dehors. L'épouse contempla le mur de preuves autour d'elle. Photos de bleu. Messages menaçants. Capture de trahison. Ce n'était plus un fardeau intime. C'était un dossier clair, une trace irréfutable de violence. Des années durant, elle avait été réduite au silence par la peur, sa douleur cachée derrière des portes closes. Maintenant, la vérité était à découvert. Le schéma était indéniable. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un accès de rage isolé. C'était une histoire de violence et elle rattrapait enfin son auteur. Le séjour à l'hôpital s'étira sur plusieurs jours. Chaque matin commençait par les mêmes sons, le rythme régulier du moniteur fœtal, le grincement des chaussures des infirmières sur le sol brillant, le froissement doux des rideaux qu'on tirait pour laisser entrer la lumière du jour. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne redoutait pas le début d'une nouvelle journée. Sa mère s'asseyait souvent près d'elle, l'informant des démarches juridiques en cours. Des ordonnances de protection avaient été déposées. La police rassemblait des preuves. Des avocats s'étaient proposés après avoir vu la vidéo devenue virale. Elle ne se sentait plus comme une victime silencieuse cachée dans l'ombre. Elle sentait la machine de la justice se mouvoir avec elle et non plus contre elle. Mais se reconstruire signifiait plus que des papiers. Cela signifiait des choix. Un matin, elle demanda un ordinateur à l'infirmière. Ses mains tremblaient en tapant un courriel à un cabinet d'avocats spécialisé dans les violences domestiques. « J'ai besoin de représentation », écrivit-elle. « Je ne me laisserai plus réduire au silence. » Cliquer sur « Envoyer », c'était tracer une ligne en encre qu'on ne pourrait effacer. Dans l'après-midi, sa meilleure amie revint avec une brochure d'un groupe de soutien pour femmes. La couverture montrait des visages souriants et ces mots « Vous n'êtes pas seul ». D'abord, elle hésita, sa fierté résistant à l'idée de raconter sa douleur à des inconnus. Mais au fil de la journée, elle tourna les pages lentement. Elle comprit que survivre signifiait se relier.
et se relier signifiait guérir. Cette nuit-là, elle prit une seconde décision. Elle ne retournerait pas au manoir. Elle demanda à sa mère de l'aider à trouver un petit appartement, un endroit sûr, un endroit à elle. L'idée de franchir à nouveau ces grands couloirs lui nouait l'estomac. Elle voulait des murs sans mémoire de verre brisés, ni de cris. Sa mère accepta aussitôt. « Peu importe s'il est modeste, » dit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est qu'il soit à toi. » 2 jours plus tard, son frère apporta un berceau, le même qu'elle avait autrefois été empêchée d'acheter. Cette fois, personne ne l'arrêta. Elle le plaça près de la fenêtre, le bois clair luisant sous la lumière douce. Elle passa ses doigts sur la rambarde, les larmes aux yeux mais non de peur. Des larmes de reconquête, de récupération de ce qui avait été volé. Chaque choix, même minime, posait une nouvelle fondation. Choisir ses repas, décider quand se reposer, parler librement sans crainte de correction, c'étaient des actes de souveraineté. Chacun déclarait « Je m'appartiens à nouveau ». Les séances de thérapie suivirent. La première fut brutale. Ses mots hésitants, sa voix brisée en racontant des années de souffrance silencieuse. Mais les hochements calmes du thérapeute et les simples mots « Vous avez survécu » lui donnèrent du courage. Séance après séance, les fragments de son esprit commencèrent à se recoller. À la fin d'une séance, elle murmura à son enfant à naître. « Nous ne grandirons pas dans la peur, nous grandirons dans la liberté. » Le bébé bougea comme pour répondre, rappel discret de la vie qui lui donnait force. Sa mère l'observait avec fierté, offrant son soutien sans jamais imposer. C'était désormais le chemin de sa fille, ses choix à elle. Un soir, tandis que les lumières de la ville scintillaient au-delà de la fenêtre, elle s'assit dans le fauteuil à bascule près du berceau. Le bandage sur sa tempe avait disparu, remplacé par une cicatrice fine, une ligne qui s'estomperait, mais ne disparaîtrait jamais totalement. Elle la toucha doucement, sans honte. Elle ressentit de la résilience. La cicatrice n'était pas seulement un rappel de douleur, c'était un symbole de survie. Et tandis qu'elle se balançait doucement, elle comprit qu'elle n'était plus la femme qui endurait en silence. Elle était celle qui choisissait, qui reconstruisait, qui reprenait son pouvoir morceau par morceau. L'appartement était calme ce soir-là. Le genre de calme qui réconforte plutôt que de faire peur. Pas de pas pressés sur le sol, pas de commandement brusque. Seulement le léger ronronnement du réfrigérateur et le froissement du tissu quand elle se mouvait dans son fauteuil. À côté d'elle, le berceau attendait. Le bois pâle brillait sous la lampe. À l'intérieur, une couverture tricotée par sa mère reposait, soigneusement pliée, attendant l'enfant qui bientôt y dormirait. Elle tendit la main, effleurant le tissu, et s'accorda un rare sourire. Sa mère, la neurologue qui l'avait soutenue dans ses heures les plus sombres, entra doucement. Elle posa une main sur l'épaule de sa fille et chuchota. « Tu es en sécurité maintenant, vraiment en sécurité. » La fille se laissa aller à ce geste, ferma les yeux un instant, laissant la gratitude l'envahir. Le monde extérieur bruissait encore des suites de l'affaire. Les journaux diffusaient la vidéo. Les commentateurs parlaient des charges, de la bataille juridique, de l'effet domino sur son empire. Mais dans ce petit foyer, l'attention n'était plus sur le scandale. Elle était sur la guérison. Elle regarda vers la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient au loin. « La vérité m'a libérée », murmura-t-elle. Ce n'était pas qu'une pensée, c'était une déclaration. Son parcours était loin d'être terminé. Les audiences approchaient, les avocats allaient plaider, les journalistes allaient insister, mais elle ne craignait plus le bruit. Elle avait des preuves, des témoins, et sa mère à ses côtés. Surtout, elle avait retrouvé sa voix. La cicatrice sur sa tempe accrocha la lumière. Elle la toucha doucement, non avec honte mais avec force. C'était la preuve de la survie, une marque qui racontait une histoire qu'elle n'avait plus besoin de cacher. Un instant, elle imagina son futur enfant endormi dans le berceau. Elle se vit debout lors de réunions de parents d'élèves, assistant au spectacle scolaire, tenant la main de son enfant aux remises de diplômes. Cette vision portait une promesse simple. Leur vie ensemble serait bâtie sur la liberté et la dignité, pas sur la peur. L'image de cette caméra rouge clignotante revint à son esprit. Elle n'avait jamais détourné son œil. Elle n'avait pas permis au mensonge de reprendre racine.
Parfois, les plus petites choses devenaient les plus grands alliés. Elle murmura un merci discret au silence de la technologie qui avait saisi la vérité quand personne n'osait le faire. Sa mère s'assit en face d'elle, l'observant en silence comme si elle devinait ses pensées. Après un moment, elle parla doucement. Il y en a d'autres qui sont encore piégés, d'autres qui pensent que personne ne les croira jamais. Tu connais ce sentiment. Maintenant tu peux être leur voix. La fille acquiesça lentement. Oui, je ne laisserai pas mon histoire s'arrêter ici, je l'utiliserai pour aider d'autres à s'échapper. La lampe vacilla légèrement, diffusant une lueur chaleureuse dans la pièce. Elle inspira profondément, calme et assurée, la main posée sur son ventre. Sa voix, ferme mais douce, emplit le silence. Parfois l'épreuve ne condamne pas seulement, elle libère. L'écran s'éteint en noir. Une image simple demeure. Le berceau, attendant paisiblement sous la lampe. Des mots apparaissent à l'écran. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violences domestiques, vous n'êtes pas seul. Appelez le numéro national 3919 pour une aide confidentielle. Et enfin, une dernière invitation. Aimez, partagez et abonnez-vous pour sensibiliser. Chaque histoire partagée est un pas vers la justice.